Kwe, Nilo Sabrina Canapé. Kwe, Nilo Melissa Picard, Maldakuna de le podcast Wawide Domandus. Ewen Nasso de Roteot avec nous. Egne Madame Chantal Chartrand, agent de développement auprès de la collectivité autochtone. Marianette Vanessa Caron, Hut Isabelle Mathieu. Et Ndeneni Hutsa, c'est des agents de service aux victimes. Bonjour à tous. Oui. Bonjour. Et textenen tout à l'heure Chantal dans nos services au Calax Point de Service à Pessamit. Et oui, parce que au Diamond, dit Tselmat, c'est quoi l'article 84? Nous t'amenons oui, Wawid Magoyat. Et on quoi pas ça. Dan tabam londo un podcast tout de mer egoïsien. C'est celle de Ronelo qui est là et l'autre de Sion. Fait que ça part de là. Puis aujourd'hui, au Dinde d'Alan à Wassiskun. Ici, c'est Wassiskun. C'est un centre de guérison pour hommes autochtones qui ont commis des infractions, soit au niveau fédéral, provincial, ou même une personne qui désirait venir ici en thérapie. Fait que je vais vous demander, les filles, de bien vouloir présenter vos services, vos buts, tout ça en général. On va commencer par toi, Chantal. Bien, c'est ça, premièrement, quand j'ai vu sur Facebook Lumière boréale, j'étais très, très contente parce que ça rentrait dans le cadre de mon travail et ce que j'ai aussi comme vision pour les Autochtones qui retournent dans leur communauté. Donc, c'est là que je t'ai appelée Vanessa, puis pas Vanessa, Sabrina. Et puis que je t'ai dit, est-ce que tu connais ça, l'article 84? Et puis tu m'as dit, ben non, c'est un article de loi qui est de la loi sur le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition. Dans le fond, c'est quand un détenu qui vient d'une communauté, un détenu autochtone qui vient d'une communauté et qui désire travailler son plan de libération conditionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, quand une personne dit « Moi, je suis intéressée à retourner dans ma communauté, mais j'aimerais avoir des ressources d'aide pour retourner, puis je veux voir aussi si ma communauté est prête à m'accueillir. » Parce que des fois, il y a des délits qui sont plus lourds pour une communauté. Puis des fois, la guérison, elle n'est pas encore entamée, c'est tout dépendant, le style de délit, la sentence et puis ça. Fait que quand je t'ai contactée, ben j'ai dit, regarde, j'aimerais ça t'expliquer c'est quoi l'article 84. Fait que, bon, j'ai une personne, mettons, qui vient d'une communauté qui dit, moi, je veux retourner, je vais aller rester chez ma mère, je veux retourner rester avec ma conjointe ou mon conjoint. Là, à partir de ce moment-là, on regarde, on demande au conseil de bande, premièrement, est-ce que la personne, elle est autorisée à revenir? Certaines communautés bannissent des personnes quand c'est des délits qui sont plus lourds. D'autres communautés vont dire, ben écoute, on est prêt à travailler avec toi et avec le délinquant. Parce que c'est une démarche, il faut comprendre, du délinquant qui dit, moi, là, je veux vraiment être transparent, je veux vraiment être honnête avec ma communauté. C'est une personne qui peut avoir aussi travaillé beaucoup sur elle-même parce que dans les pénitenciers, on donne des programmes pour les Autochtones. Et aussi ici à Wassiskun, c'est comme une continuité qui peuvent recevoir en communauté thérapeutique des services. Donc, à partir de ce moment-là, la personne, le délinquant, va me signer une autorisation de consentement de divulgation d'informations. Donc, ce qu'on fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on donne un résumé du dossier de la personne avec qu'est-ce qu'il a fait, mais aussi qu'est-ce qu'il a fait à l'intérieur pour sa guérison, ses progrès et puis tout ce qu'il a pu avoir une fois incarcéré. On enclenche le processus et on contacte la communauté. On leur demande premièrement, est-ce que vous avez une objection ou non à ce qu'ils reviennent? Et est-ce qu'on peut bâtir ensemble un plan
de retour, un plan de réintégration avec. Fait qu'on peut consulter, comme pour Pessamit, on consulte le centre de soins pour savoir s'il peut recevoir des soins par un intervenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour la PLADA pour, par exemple, si la personne a un problème de toxicomanie? Fait que ça va être vraiment selon les services qu'il y a dans une communauté, c'est ça? Tout à fait. Oui, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la communauté. Est-ce que c'est réaliste de penser que la personne va retourner dans sa communauté? On va regarder, est-ce qu'il y a des AA, est-ce qu'il y a... Puis, une partie qui est bien importante, et c'est là que je t'ai contactée, parce que dans la justice réparatrice et dans le plan de retour, il faut penser aux victimes d'une communauté. Mm-hmm. C'est bien important, la sécurité de la victime. On a 2 mandats au service correctionnel. C'est la réintégration du délinquant, mais de façon sécuritaire, parce que la sécurité du public est notre 2e aussi mandat. Donc, si quelqu'un, par exemple, n'a pas travaillé sur lui du tout pendant son séjour au pénitencier, ben moi, mon devoir, c'est de vous le dire. Il est encore avec des pensées délinquantes, puis je suis pas sûre que la communauté fait le meilleur choix à ce stade-ci si la personne ne veut pas s'aider. Puis, qu'est-ce qui arrive si, mettons, je sais pas, je vais donner un exemple. Mettons, un homme ou une femme qui a pris, mettons, 4 ans, qui a fini ses 4 ans, mais qui n'a pas travaillé sur elle-même. Est-ce qu'on le sort quand même ou... Oui, une fois qu'il a terminé sa sentence, par obligation, il a payé sa peine auprès de la société. Okay. Donc, s'il y a une peine de 4 ans, puis que son 4 ans est terminé, évidemment, il peut retourner. Il n'y a pas d'obligation par légal avec nous. OK. J'aimerais ajouter quelque chose. Dans le fond, la peine de 4 ans est faite en sorte que le délinquant va être admissible à des libérations conditionnelles pour pouvoir voir comment il se comporte dans la société. Donc, tant qu'il est en libération conditionnelle, il y a toujours la possibilité d'avoir un bris de condition, d'être réincarcéré jusqu'à la fin de son mandat. Et à la fin de son mandat, le juge peut avoir donné des ordonnances pour, par exemple, d'être enregistré dans le registre des délinquants sexuels ou interdit de port d'armes. Au niveau du retour en communauté, c'est vraiment plus Chantal, mais au niveau de la gestion de la sentence de 4 ans, par exemple, là, c'est pas 4 ans en pénitencier, puis après ça, il est relâché. Là. C'est vraiment graduel pour gérer le retour en communauté. Il est éligible à des dates de libération s'il a bien travaillé, par exemple, parce qu'on veut peut-être le voir aller. C'est pas à notre niveau qu'on prend la décision. Nous, on fait seulement des recommandations. Par exemple, quelqu'un serait éligible à une semi-liberté. Bon, à tous les soirs, il faut qu'il soit à son domicile. Et puis, on voit comment il va. Il peut avoir une interdiction de consommation. Et si on voit qu'il brise des conditions, c'est là qu'on peut le réincarcérer. Par exemple, on donnait le 4 ans dans cette période-là en disant, ben écoute, il va pas bien. Puis, il faut le retourner. Mais habituellement, il passe devant, c'est comme des juges là, de la Commission des libérations conditionnelles, et il demande une libération. Il dit, écoutez, moi, j'ai fait telle chose, je suis incarcéré pour ces raisons-là, j'ai suivi des programmes, et là, mon plan de sortie, c'est de me retrouver, par exemple, chez sa mère, chez son frère, ou même dans son domicile, mais avec quelqu'un de sa famille qu'on dit responsable. Parce que quand il y a des plans de retour comme ça, on regarde le milieu où il va aller. Là, s'il retourne dans un milieu, par exemple, qui a de la consommation, ben on ne lui donne pas une chance de se réinsérer dans la société. On le met dans des facteurs de risque. Ça fait qu'on évalue les facteurs de risque et ils passent devant la Commission des libérations et eux décident. Ou ce qui c'est intéressant, l'article 84, quand on travaille avec les communautés, c'est qu'on peut proposer des mesures pour assurer
assurer davantage la tranquillité, la sécurité de la victime. On peut proposer des choses. Quand je disais, moi, tu sais, dans mon rapport, je fais une petite partie que je vais écrire la victime. Est-ce que la victime a des demandes? Est-ce que la victime veut s'enregistrer auprès de nos services? Puis on va parler des services par la suite, mais on regarde tout ça avec la personne. Puis c'est là que c'est important d'avoir la voix des victimes dans les décisions qu'on va prendre. Par exemple, si on peut lui interdire de passer sur une rue ou pas aller à la fête communautaire parce que la victime ne se sent pas prête, ou pour respecter la victime, bien, toutes ces mesures-là, on peut les penser avant, les proposer avant, et une fois qu'ils passent devant la commission des libérations, moi, mon rôle, c'est justement d'avoir la voix de la communauté, des victimes pour le plan de retour, si c'est possible. Est-ce que c'est la même chose pour lors d'une libération d'office? Oui. Durant toute sa sentence, pendant tout le 4 ans, on peut avoir la voix ou un sens de qu'est-ce que la communauté veut. Parce que la personne qui a commis un délit, c'est sûr que souvent il y a de la honte, il y a beaucoup de choses rattachées à ça. Et puis, c'est dans leur intérêt de retourner dans la communauté puis de se réinsérer, mais de la meilleure façon possible. Ça fait que tout au long de sa sentence, il peut avoir des mesures proposées, présenter devant la commission, présenter aux délinquants, dire, regarde, si tu retournes dans la communauté, là, moi, je propose que, tu sais, pas moi, mais je veux dire, la communauté propose que tu puisses pas passer sur une rue spécifique ou un couvre-feu, des fois, durant sa période de libération, on peut proposer des mesures comme ça. C'est déjà arrivé par le passé. Je voulais savoir, dans le fond, ce service-là que vous donnez, c'est vraiment fait pour les communautés autochtones, c'est ça? Pour les... OK. Oui, il faut que ce soit une organisation ou une communauté autochtone. Okay. Moi, je ne fais pas des plans de libération, mettons, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait s'en aller à Chicoutimi, puis si j'ai pas... Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a autochtone à Chicoutimi ou qu'est-ce qu'il y a disponible l'endroit où ce qu'il veut aller. La même chose, si la communauté pourrait proposer, bien, nous autres, on voudrait qu'ils passe 2 mois à Jourdain-Capatacan, qui est un centre pour autochtones à Maliotenam. Bon, on pourrait dire, c'est ça la mesure. Ici, Wassiskouns, c'est la même chose. La personne peut passer ici de 2 façons, peut être détenue ici à Wassiskouns au lieu d'une prison fédérale si elle a une cote de sécurité minimum, donc le risque toujours est évalué, ou la personne pourrait dire, ben moi, je me sens pas prête à aller dans ma communauté tout de suite. J'ai encore des choses à travailler. Puis, on lui propose, ben pourquoi tu irais pas à Wassiskouns? Parce que tu vas pouvoir continuer ta guérison. Parce que c'est une communauté thérapeutique avec des intervenants autochtones. OK. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, l'article 84. Oui. As-tu d'autres choses à rajouter? Bien, c'est un service qui est à la grandeur du Canada, c'est pas juste le Québec, au niveau fédéral, okay. Parce que nous, on est vraiment, on représente le service correctionnel fédéral, donc c'est des sentences de 2 ans et plus. Les prisons fédérales, on gère pas ça, mais je pense qu'ils ont peut-être des programmes qui sont similaires à ça. Mais c'est à peu près ça, là, à la base, comme je vous dis, d'aller chercher, nous, là, on veut faire le lien avec les victimes. On a un département pour ça. Ils vont parler de leurs services, mais c'est toutes des choses qu'il faut... c'est un devoir du service correctionnel, la consultation pour les communautés. Tu sais, ça fait partie du mouvement de la réconciliation, mais il y a quelque chose d'important parce que les gens ne savent pas souvent les détails des communautés, les services que vous avez à offrir. Puis tu sais, c'est dans l'avantage de tout le monde, la guérison et la justice réparatrice. Comment on peut réparer les torts? Parce que quand il arrive un délit dans une communauté, ça touche tout le monde, ça touche des familles, ça touche la communauté, la sécurité de la communauté. Fait que c'est important
d'embarquer le monde dans ça, puis de dire on travaille ensemble, ça fait des beaux plans de réinsertion, puis on soutient le délinquant, mais on a aussi la voix de la victime, la voix de la communauté, puis ça, c'est important aussi dans le retour. Fait que toi, tu parlais aussi que c'était plus au niveau fédéral. Mais qu'est-ce qui arrive, mettons, au niveau provincial? Provincial, ils ont l'équivalent, ils ont des agents de libération conditionnelle, OK. mais comme nous, c'est vraiment toutes les sentences de 2 ans et plus, Oui. c'est à ce niveau-là que nous, on peut travailler. Mais quand ils arrivent au niveau provincial, bien, la communauté devrait, tu sais, avoir ce comité de justice-là pour dire, on va savoir quand est-ce qu'il revient, on va savoir qu'est-ce qu'il a fait. Puis, tu sais, quand je dis la communauté, on a toujours le souci de la confidentialité. Donc, l'idée, c'est de faire des équipes multidisciplinaires ou avoir une personne responsable parce que, bon, on veut pas que notre histoire, pareil, soit, tu sais, toute la communauté sache le détail de tout ça pour respecter la victime puis pour respecter aussi, tu sais, le délinquant dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de confidentiel. Souvent, dans des communautés, tout se sait, là, pareil, Oui. mais ce que je veux dire, c'est important, ça, puis provincial, je pourrais pas dire, mais ça serait l'avantage. Puis je pense que les lois sont faites dans ce sens-là pour maintenant avoir la voix des communautés. Au niveau fédéral, on a des services adaptés pour les Autochtones. On a un département des initiatives autochtones dans lequel je travaille. On travaille avec des aînés, on travaille avec des guides spirituels, vraiment des intervenants autochtones. Et puis, on donne les services aux individus. Ça fait que, tu sais, on est à jour de l'aspect communautaire, puis l'aspect, tu sais, de victime à penser plus large, parce que c'est évident que si quelqu'un se retourne, par exemple, à Pessamit, puis j'ai 3500 personnes qui habitent à Pessamit, tu sais, c'est pas les mêmes questions que s'ils s'en retournent à Montréal, puis sont 600 000 ou 1 million, là, tu sais. Il faut penser aux facteurs. Puis vraiment, c'est de penser à la victime aussi dans tout ça. C'est la grosse différence, je te dirais. On le fait dans le milieu alloctone, des non-autochtones. Tu sais, on prend en considération, des fois, on peut dire un quadrilatère, les personnes ne pourront pas passer à 30 km de la victime. Mais en milieu autochtone, il faut penser différemment. Oui, c'est pas possible, là, à 30 km. Hein? C'est ça. Et puis moi, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Chantal. Il y a aussi un département aux victimes, puis je vais laisser les filles en parler un peu plus. Oui, donc le service correctionnel, dans le fond, a un département de services aux victimes dû à des changements dans la loi. Donc, il y a la Charte des droits des victimes qui est rentrée en vigueur il y a quand même quelques années, là. Et ça donne... Dans le fond, pour les victimes, là, ils ont 4 droits fondamentaux qui doivent être respectés par le service correctionnel. Donc, le droit à l'information, à la protection, à la participation et au dédommagement. Au niveau du dédommagement, notre département, c'est plus au niveau de la commission des libérations. Donc, les victimes peuvent assister à une audience. Et là, on s'entend que des fois, les audiences sont à Montréal. Donc, le gouvernement peut payer le transport pour pouvoir assister à l'audience du délinquant. Au niveau de la participation, nos services, dans le fond, quand la victime s'inscrit auprès de nous, on fait une évaluation pour être sûr qu'elle rentre dans les critères de victime. Parce que là, ce qu'on vient faire, nous, c'est briser, comme Chantal disait tantôt, la confidentialité du dossier du délinquant. Donc, si elle correspond aux critères, elle va pouvoir avoir énormément d'informations sur le délinquant. Tu sais, s'il sort de sa zone de surveillance, dans quel pénitencier il est, quel âge il a, les délits qu'il a fait. Il y a une foule d'informations, là, vraiment. Puis les critères, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, les critères, c'est vraiment d'être victime. Donc, nous, on fait une évaluation en fonction des documents officiels, les documents de cour à la cour et tout ça. Puis, habituellement, bon, le nom de la victime se retrouve dans les documents et on a notre confirmation.
Sinon, on peut avoir aussi un numéro de rapport si la victime a seulement fait une plainte à la police, que c'est en cours D'enquête. D'enquête, c'est ça exactement. Merci Isabelle. Ben, tu sais, on va valider le tout avec l'agent de police et là, on peut enregistrer la personne puis lui donner les informations. OK. Il y a des critères précis de loi à respecter. Donc, on ne pourrait pas inscrire tout le monde. C'est pour la raison pour laquelle il y a une évaluation qui est faite. Donc, on peut avoir été témoin d'un incident, avoir certains traumatismes, mais ne pas correspondre aux critères de loi. Donc, il y a une évaluation qui est faite quand on reçoit la demande d'inscription. C'est bon. Est-ce que ce service-là est adapté aussi pour les Autochtones ou... Ben, en fait, je dirais que c'est oui. OK. Parce que, bon, tu sais, dans les droits, là, le droit à la participation, tu sais, quand ils sont inscrits avec nous, là, nous, on va faire un suivi tout au long de la peine. Donc, toutes les libérations, les préparations de cas, on va leur demander leur participation. Donc, d'écrire des déclarations, de nous faire part des préoccupations. Donc, oui, au niveau des communautés autochtones, les victimes, ben, ils nous font part de leurs préoccupations et nous, on peut... Dans le fond, nous, là, notre rôle, c'est d'être le lien entre les victimes et l'agent de libération conditionnel. Donc, c'est vraiment d'essayer d'orchestrer la réhabilitation du gars ou de la femme, là, dans la société en ayant à cœur ce que les victimes demandent. OK. Donc, si la communauté demande « je veux pas qu'il aille justement à Mastoyache », ben tu sais, nous, ça va être de rentrer en contact avec l'agent de libération, de faire part des préoccupations et éventuellement d'aller voir Chantal pour pouvoir tout orchestrer ça, là. OK. Donc, c'est important que les victimes s'inscrivent parce qu'ils peuvent, justement, ils peuvent écrire des déclarations pour participer au processus de la sentence du délinquant, recevoir des informations. Puis, tu sais, ils ont droit à la protection, là. Est-ce que vous avez une personne désignée pour la clientèle autochtone, pour le service aux victimes? Pour le service aux victimes, non. OK. Parce que, bon, le gouvernement fédéral étant ce qu'il est, c'est une grosse machine, là. Donc, notre département, ça va être Chantal. Parce que moi, je travaille, c'est ça, au Bureau des initiatives autochtones et je suis moi-même une Innu de Maliotenam. Ça fait que je connais vraiment les communautés. J'ai de la famille aussi à Pessamit, mais je connais le fonctionnement des communautés et l'approche aussi à favoriser. Mais comme je vous dis, on s'occupe de toutes les communautés autochtones à travers le Canada. C'est pas juste moi, j'ai plusieurs autres employés. On a des employés Mohawks, on a des employés qui viennent de d'autres communautés. Puis on a aussi des employés qui viennent autochtones de milieux urbains. Ça fait qu'avec selon qui a le dossier, là, on regarde vraiment, mais on fait le pont, tu sais, de consultation. On est des équipes, puis les équipes de travail, c'est aussi à inclure les communautés, les intervenants dans les communautés, le système de police, tu sais, la sécurité publique, pour vraiment bâtir ce plan-là, puis offrir les meilleures recommandations pour la communauté, pour la victime, pour la voix. Tout le monde est important dans ça. Tu sais, c'est un début de justice réparatrice, dans le fond, ce qu'on veut chercher, parce que la victime a peut-être des choses à proposer pour réparer le tort, mais sa voix, déjà, et puis les informations, c'est déjà une valeur en soi quand on peut l'avoir, s'exprimer. Oui, parce que en plus, selon la loi, là, toute déclaration de victime doit être prise en compte lors de la préparation de cas, autant pour le service correctionnel que pour la commission des libérations conditionnelles. Ils doivent justifier pourquoi ils ne donneraient pas la condition que la victime a demandée. Donc, tu sais, c'est vraiment une voix qui est importante puis qui est respectée, là. Dans la mesure du possible, la réinsertion sociale du délinquant, évidemment. Là. Si ça ne marche pas, ben on va justement travailler de concert avec tout le monde pour trouver une solution qui va... Trouver un équilibre entre les demandes de la victime et les besoins de réhabilitation du délinquant. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas faciles, parce que les délits ayant été commis dans la communauté de la victime, pas juste autochtone, mais
dans la vraie vie. Si le délinquant fait partie de ta famille, que toute la famille habite au Lac-Saint-Jean, c'est difficile de ne pas donner accès à ces ressources au délinquant, mais la victime ne le veut pas au Lac-Saint-Jean. Donc, il y a un équilibre à atteindre entre ces deux réalités-là. OK. Ouais. Puis on va retourner un petit peu à la base. Vous parlez de justice réparatrice. Pouvez-vous me dire c'est quoi la justice réparatrice? Bien, nous, on a un département, c'est sûr, qui s'occupe de la justice réparatrice en établissement. Dans le fond, quand on parle de justice réparatrice, c'est un lieu où ce que les victimes peuvent raconter leur histoire, raconter leur impact, raconter leurs émotions, les répercussions aussi que ça a eu sur sa famille, sur même la communauté, et puis trouver des réponses à leurs questions qui parfois sont restées en suspens. Ça, c'est la première démarche à faire. Puis, le délinquant peut aussi raconter son histoire, mais on s'entend qu'avant d'arriver dans une justice réparatrice, il y a du travail à faire, tu sais, parce que, évidemment, un délit, on peut avoir beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, puis je pense quand c'est le début de la guérison, qu'on peut avoir un endroit où ce qu'on va pouvoir s'échanger, dire, écoute, ça, là, ça m'a fait de la peine, ou qu'est-ce qui est arrivé, la situation, tu sais, toutes les répercussions. Puis, le délinquant aussi, quand on peut arriver à cette justice réparatrice-là, c'est beaucoup de préparation parce qu'on peut faire du individuel. Donc, je rencontre mon délinquant, mais avec des intervenants, tu sais. Ça peut être aussi de groupe. Je vais entendre un autre délinquant parler de cette problématique-là, mais en même temps, les victimes aussi qui peuvent avoir leurs mots, leur droit à parler dans tout ça. Et c'est trouver... peut-être des fois c'est juste la discussion, mais aussi trouver des mesures qui peuvent réparer le tort. Parfois, juste d'arriver à une discussion puis de parler comment on s'est senti, ça peut être déjà ça. Par contre, des fois, ça peut être dire, écoute, là, tu sais, je voulais m'exprimer. Si je suis une victime, je voulais m'exprimer, je voulais arriver, mais j'aimerais ça que tu respectes ma vie. Puis, si je te croise partout, ben je veux pas que tu me parles. Puis, on dit aussi aux délinquants, ben par exemple, si tu vas au dépanneur, puis ta victime est là, elle a droit à son respect, à elle aussi. Fait que quand on entame cette démarche-là, on peut le faire auprès de nos services. Il existe aussi beaucoup de points de service et d'organisations qui s'occupent de la justice réparatrice. Oui. Comme sur la Côte-Nord, est-ce que la justice réparatrice est-elle disponible sur la Côte-Nord? J'ai vu que vous aviez une organisation qui est à Sept-Îles, puis aussi une qui est à Bécomo. Okay. Ça s'appelle Équijustice. Ah oui. Fait que c'est une organisation. C'est sûr qu'idéalement, on voudrait créer, tu sais, une justice réparatrice avec rien que des intervenants autochtones, une approche autochtone, mais pour l'instant, c'est en développement. Moi, je suis dans un conseil d'administration à Montréal pour le Centre de justice réparatrice à Montréal, puis c'est ça que je voudrais arriver un jour à développer parce que je le sais que dans la réconciliation puis dans la guérison, la voix de tout le monde est importante. Wow. Exactement. Sinon, pour le département victime, où on peut s'inscrire? En fait, vous pouvez trouver la page sur Google. On a un site Internet. Vous pouvez également nous appeler. On peut vous envoyer le formulaire par la poste. Donc, il y a plusieurs façons de nous rejoindre via le site web, numéro de téléphone, puis le formulaire qu'on peut vous envoyer également. Oui, c'est très simple. Là. Sur Google, vous tapez... Bureau des services aux victimes fédéral. Exactement. Puis, vous allez avoir un lien, vous pouvez vous inscrire en ligne. Donc, vous allez portail des victimes. Puis là, vous remplissez les cases, puis votre enregistrement va être fait. Nous, on va vous rappeler, puis le suivi va pouvoir commencer. Sinon, vous pouvez nous appeler là, dans le... 514-229-5704. OK. Puis l'autre chose, c'est sûr qu'avec votre organisation, Lumière Boréale, je trouve ça important parce que, tu sais, des fois, ça peut être intimidant ou impersonnel, puis d'avoir quelqu'un à côté comme vous occupez, tu sais, des victimes. Je trouve ça important que sa démarche, qu'ils ne soient pas seuls là-dedans, mais ils peuvent s'inscrire s'ils veulent que ça reste confidentiel, puis
pas, c'est une possibilité aussi, mais Ben oui. tu sais, on va vous exactement. donner toute l'information, puis les liens aussi. Tu sais, si jamais les gens qui ont peur de se perdre, ben moi, je les Ben invite à vous contacter. Mhm. Puis, dans le département, c'est quoi le pourcentage, mettons, des femmes autochtones qui s'inscrivent? C'est une excellente C'est question. pas beaucoup. C'est Pas beaucoup. On a ce qu'on appelle des caseloads, donc des Ouais. charges de travail. À date, je ne crois pas avoir croisé une victime autochtone dans ma charge de travail. Moi, j'en connais quelques-unes, mais on peut les compter sur les doigts d'une main, là. Puis on a environ un caseload chacun de 385 victimes. Wow, OK. Oui. Fait que je pense que ça serait important. C'est très important. C'est des services qui peuvent vraiment faire du bien aux victimes, qui peuvent rassurer, qui sont là pour ça. Donc, c'est sûr que le plus qu'on... Tu sais, on veut les faire... On veut être connus parce que, justement, nos services peuvent faire du bien. Puis, tu sais, on invite les gens à venir s'inscrire auprès de nos services, là. Si Puis, vous tu sais, n'êtes pas c'est- certain, vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis, tu sais, c'est ça, je pense qu'on va pouvoir être là aussi pour les aider à appeler, les aider à... Absolument. Il y a beaucoup de victimes qui nous appellent en présence de leurs représentants, de leur intervenant du CAVAC, un membre de la famille qui peut être désigné comme représentant. Il y a plein de façons de faire pour des victimes qui seraient moins à l'aise de nous parler directement. Oui, ça, je pense que ça serait bien. Ça, qu'on fasse comme un petit pont, là, Oui, certainement. entre le département et les victimes. Oui. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, que vous trouvez pertinent de le dire dans le podcast? Je dirais, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez des questions, il n'y a aucun jugement de notre part. Il y a des victimes, des fois, qui nous expliquent pourquoi elles sont restées avec ce gars-là malgré tout ce qu'il a fait. On n'est pas là pour juger, on est là pour vous accompagner, pour vous offrir un service, pour faire entendre votre voix, pour assurer votre protection une fois que le délinquant va retourner en communauté. Donc, aucune gêne, aucun jugement. Appelez-nous si vous avez des questions, puis on est là pour vous. Puis nos services sont méconnus, malheureusement. Donc, merci à vous de nous avoir invités pour nous faire justement entendre, nous parler de nos services, en fait. Donc, merci beaucoup. Merci. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne de votre communauté, ça va avoir valu la peine. Oui, Ben vraiment oui, beaucoup. je pense aussi que tu sais, les victimes sont importantes. là. Puis c'est important qu'ils reçoivent aussi des ressources puis des services parce que la guérison, c'est ça, tu sais. C'est lourd voyager une vie avec de la colère, de la haine. Ça fait que j'encourage les gens, que ça soit des... Quand on regarde les traumas sociaux des personnes, tu sais, on est tous touchés dans les communautés par ça. Fait que moi, je travaille, je vois les délinquants, on leur aussi donne beaucoup d'enseignements à comprendre leur histoire, à comprendre leur vécu. Ça l'excuse pas. Puis ça veut pas dire qu'on vous demande d'oublier, mais pour vous, pour progresser, si une personne est victime, c'est important qu'elle aille chercher de l'aide, puis d'aller vraiment vers les bonnes personnes, les bonnes organisations, parce que c'est lourd si on guérit pas de voir notre agresseur. Tu sais, on a peur de le rencontrer dans la rue, on a peur. Puis des fois, on peut comprendre tout le cheminement et tout... je vous dirais, le cheminement du délinquant. Parce que moi, quand j'ai quelqu'un ici, j'ai dit, regarde, là, tu as eu des enseignements, tu es dans un centre de guérison, si la personne est à Wassescoon ici, ou même si elle est en établissement, ils ont eu des programmes, ils ont travaillé leurs blessures, parce que tout le monde a des blessures dans ce temps-là. Parce que très souvent, ce que je vois, c'est que les traumas des pensionnats, les traumas des services sociaux, tu sais, les enfants, tout ça, le fonctionnement d'une communauté, c'est tout le monde qui est touché par ça. Puis tu sais,
Une journée, je suis peut-être victime. L'autre journée, ça va peut-être être quelqu'un de ma famille qui est le délinquant, tu sais. Fait que c'est une responsabilité de communauté à dire, mais pour ça, il faut qu'il y ait la voix des victimes, la guérison. Il faut qu'il y ait la guérison du délinquant aussi dans tout ça, qui va retourner dans sa communauté. Puis très souvent, quand il retourne dans la communauté, j'ai dit, te continuer à, par exemple, dans les délits, faire des délits, puis c'est tes traumas du passé, ça, qui sont là. Quand une fois, il les a guéris, qu'il les a travaillés, je dis, tu t'en retournes dans ta communauté, mais tu vas devenir un homme fier ou une femme fière d'être Innu ou d'être une autre nation, là. Mais c'est ça, de briser le cycle. Puis ils arrivent souvent avec des programmes, des forces, ils veulent aider, ils veulent souvent rétablir leurs erreurs, ils veulent guérir, ils veulent redonner à la communauté. Puis là, ben, c'est de la belle guérison pour tout le monde dans ce temps-là. Et tu, Mélissa, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à notre podcast? Mawatsa mlel dolunu mutado imulu kay mas tabdan tji melamilan dona imulu zen kagastugat no kehen zakhat tselenanun dish hatwan les ressources hatwan avec l'explication de l'article 84 la justice réparatrice tselenanu teutwen zen ichi udne moado kho udimulu et les victimes, leurs besoins. Dans son cheminement, oui, de ses besoins. Pédagole, pédouane. Gawi dan, taban wen moudeu, talalde, l'outil wa wizigot. Niam tiji mutalo dimun. Mais tu es autant la victime que nous que en même temps tu es ne me l'autre tu es ne me stammer dini le tabazmone bedan que tu voulais leur numéro tu ma trop qui a besoin de plus d'informations que ma et oui maintenant d'autres dans les services tu vas dire on peut faire le pont entre les services كما متشاوين دو سلم دويم دو on peut تجينا زمونا نو بيت référer tout de fait taekwondo. Ben merci beaucoup les filles parce que c'était vraiment intéressant. Puis je pense on aurait pu parler des heures et des heures comme on a fait depuis ce matin. C'est sûr que c'est ça. Si les gens ont des questions, vous êtes là pour répondre, puis sans gêne, puis tout. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.